Ok, je lance l'enregistrement. Ok, bonjour tout le monde. Ok, donc aujourd'hui, on va faire la feuille 4 à partir de l'exercice 3. Et si quelqu'un a déjà préparé, par exemple, cet exercice ou les exercices suivants, vous pouvez me les envoyer par mail. Ou vous pouvez aussi préparer, par exemple, une tablette graphique sur laquelle vous pouvez partager votre écran pour faire voir les autres. Et donc, Émilie, je crois, elle a déjà préparé l'exercice 3 et donc elle va l'envoyer et après, on va regarder ensemble ce qu'a fait Émilie. Et, et si vous n'avez pas encore fait cet exercice, donc vous pouvez lire au moins le sujet maintenant. Donc, la première question, OK. Déterminer les valeurs possibles de a puissance 12 modulo 7, modulo 17 et modulo 91. Pour un nombre entier quelconque. Ok, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à cette question. Et la deuxième exercice, c'est presque le même type de question, mais avec a puissance 12 remplacé par a puissance 6. Et c'est bon, Émilie? Tu l'as envoyé? Je t'entends pas. Tu peux allumer le micro, oui. Je vous ai envoyé la réponse à la question 1, vous ne l'avez pas reçue. Non, pas encore. Je l'ai envoyé en utilisant votre adresse de l'UPMC, peut-être que je devrais utiliser l'autre. Mais normalement, c'est bon. L'adresse UPMC. Est-ce que tu peux essayer l'adresse IMJPRJ? Oui, je vais faire ça. Oui. Sinon, utiliser, par exemple, Gmail. Okay. Et pour les autres aussi, si vous avez préparé quelques exercices, par exemple l'exercice 4 ou 5, ou même ce même exercice, vous pouvez tous me les envoyer et on peut regarder ce que vous avez fait. Et oui, donc, ce serait mieux euh, comme ça, parce qu'il y a la participation de votre part. Et donc, c'est plus comme un cours en présentiel. D'accord.
vous les renvoyer sur vos deux adresses, celle de l'IMJ et de Gmail. D'accord, OK. J'attends toujours. Ah oui, je l'ai bien reçu. Donc, c'est bon. OK, très bien. Donc, on va regarder ça ensemble. OK. Attends, est-ce que je peux Je vous ai aussi envoyé ce que j'ai fait pour la question 2. Après, j'ai pas réussi la question 3. OK, d'accord, pas de problème. On va regarder ça ensemble. OK, très bien. Donc, on va regarder ensemble la correction d'Émilie pour l'exercice 3. Donc, la première question, on veut calculer le reste de a puissance 12 pour un nombre entier a quelconque, modulo 7, 13 et 91 respectivement. D'accord? OK, donc on va regarder ça ensemble. OK, d'abord, donc c'est le cas pour le reste modulo 7. Donc, Emily, ce qu'a fait Emily, c'est elle a distingué le cas différent quand 7 divise A ou 7 ne divise pas A. D'accord? Et donc, Emily, en fait, tu peux nous expliquer pourquoi, par exemple. Ouais, tu peux nous expliquer ça et on va regarder ça ensemble. Parce que maintenant, tout le monde, je crois, tout le monde peut voir la photo de la correction. Ouais, ouais, tu peux parler. Ouais. J'ai distingué les deux cas parce que Ouais. si 7 ne divise pas A, on peut utiliser le petit théorème de Fermat, mais si Oui, 7 tout à fait. divise A, on ne peut plus. Donc, il faut Oui, procéder autrement. oui, c'est ça, exactement. Et donc, par le petit théorème de Fermat, ouais, donc, on a que a puissance 6 est conclu à 1. Donc, ouais, donc, il faut retenir l'énoncé du petit théorème de Fermat, c'est que si... OK. Ah non, ça ne se voit pas trop. Non. Peut-être qu'il faut une autre couleur. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, très bien. OK. Donc, pour un nombre premier P et un nombre entier qui est premier à P, on a le résultat donné par le petit théorème de Fermat, c'est que A puissance P-1 est conclu à 1 modulo P. Donc, dans ce cas-là, quand P est égal à 7, ici, donc on voit bien que A puissance 6 est égal à 1 par le petit théorème de Fermat.
Et après, pour A puissance 12, c'est très simple, parce que A puissance 12 est conclu à A puissance 6 au carré, d'accord? Et donc, c'est juste 1 au carré et égal à 7. Donc, c'est pareil. OK, très bien. Et après, si 7 divise A, c'est-à-dire que A est un multiple de 7. Donc, toutes les puissances de A sont aussi des multiples de 7. Et donc, bien sûr, ça, c'est toujours conclu à 0 modulo 7. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, très bien. Et voilà. Et donc, euh, pour le cas pour 13, et donc c'est pareil, c'est le petit théorème de Fermat. C'est juste que, ouais, maintenant, on applique le petit théorème de Fermat au nombre premier 13. Et donc, très bien. Et donc, il faut aussi distinguer les deux cas où 13 divise A et 13 ne divise pas A. D'accord? Et donc, c'est très bien. Et après, pour 91, donc c'est très bien cette observation que 91, en fait, c'est le produit de 7 et 13. Et donc, on sait bien que maintenant, on n'a pas un nombre premier, mais on a une factorisation. Donc, on a deux facteurs de 91 qui sont premiers entre eux. Donc, on peut utiliser le théorème chinois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut regarder les informations données par la classe de concurrence modulo 7 et modulo 13 respectivement, et on peut avoir les informations par rapport à la classe de concurrence modulo leur produit, qui est 91 dans ce cas. Donc, très bien. Donc, en fait, on a juste... donc, en fait, ici, on voit bien qu'il y a deux cas différents pour la classe de concurrence modulo 7 et deux cas différents pour la classe de concurrence modulo 13. Et donc, maintenant, il y a 2 fois 2 qui est égal à 4 cas différents qu'on doit distinguer. D'accord? Et donc, c'est bien les 4 cas ici que Émilie a écrit. Donc, très bien. Et donc, maintenant, il faut juste trouver une solution qui satisfait ce genre de système d'équation. Par exemple, d'abord, on regarde ça. Donc, ça, c'est le cas quand 7 divise A, mais 13 ne divise pas A. D'accord? Et donc, après, la solution modulo 91 pour ce système où on remplace A puissance 12 par X donne la classe de concurrence de A puissance 12 modulo 91, d'accord? Et donc, c'est bien... C'est quel cas? Donc, ici, c'est 0. Ouais, c'est bon, parce que en fait, ça, c'est juste la seule solution pour ce système. Oui, ça, c'est bon. Et quand 7 ne dit pas, mais par exemple, on regarde ça ensemble, quand 7 divise A, mais 13 ne divise pas A. Donc, Émilie, tu peux expliquer comment tu as trouvé 1 dans ce cas? En fait, je suis vraiment pas sûre si c'est la bonne réponse parce que je croyais que pour le théorème des restes chinois, il fallait juste additionner les congruences. Ah non, en fait, c'est pas ça. OK, d'accord. OK, en fait, maintenant, on va regarder comment faire. En fait, donc, en fait, ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Mais ici, on voit bien que, en fait, il y a des problèmes ici. OK, d'accord. On va regarder les deux cas. OK. En fait, OK. En fait, maintenant, on a les deux cas pour la classe de concurrence de A puissance 12 modulo 7 et 13, respectivement. Du coup, maintenant, la question, c'est comment trouver comment trouver la classe de concurrence de A puissance 12 modulo leur produit. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, bien sûr, pour 0, 0, et en fait, une solution évidente, c'est 0, mais on va quand même regarder pourquoi. Mais maintenant, on va regarder le cas pour 0 et 1. Donc, c'est le cas quand A n'est pas divisible par 13, mais A est divisible par 7. Parce qu'on a bien ce cas dans les 4 cas
qu'on doit distinguer, d'accord? Et donc, maintenant, la question, en fait, c'est vraiment de résoudre le système d'équations comme ça. Parce qu'on sait bien que ça, c'est équivalent à une équation de cette forme où la réponse est donnée par exemple, l'algorithme d'Euclide et après la combinaison linéaire des coefficients avec 0 et 1 respectivement. Mais après, on voit bien qu'en fait, ici, si on remplace x par a puissance 12, c'est bien une solution pour ce système. Donc, pour trouver la valeur ici, il faut juste trouver l'équation modulo 91 qui est équivalente à ce système d'équations, d'accord? Donc, maintenant, en fait, ce qu'il faut trouver, c'est juste cette valeur-là, d'accord? Et donc, c'est-à-dire que maintenant, la question, c'est de résoudre ce système d'équations. Et après, la réponse donne la classe de concurrence de A puissance 12 modulo 91. Pourquoi? Parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs points de vue pour le regarder. Le premier point de vue, c'est juste ce que je viens de dire, c'est que en fait, on regarde ça comme un système d'équations dont A puissance 12 est une solution. Et après, on sait bien que ça, c'est équivalent à une solution comme ça. Donc, A puissance 12 est une solution de cette équation aussi. C'est-à-dire que x conclu à A puissance 12 est bien une solution modulo 91. D'accord? Et donc, après, donc, ce qu'il faut trouver, c'est juste ce nombre-là. Et après, il y a aussi un point de vue plus abstrait, c'est qu'en fait, on a une correspondance entre la classe de concurrence modulo 7 fois la classe de concurrence modulo 17 avec la classe de concurrence modulo leur produit. Donc, maintenant, la question, c'est pour deux éléments A, B, ici, donc c'est-à-dire que A et B sont deux classes de concurrence modulo 7 et 13 respectivement. Comment trouver l'élément qui correspond à A et B, d'accord? Oh! Donc, disons que maintenant, on a un élément C dans Z modulo 91 qui est conclu à AB modulo 7 et 13 respectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7 est conclu à A modulo 7. Et si C est conclu à B modulo 13, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est juste la traduction pour cette relation-là, d'accord? Donc, maintenant, c'est-à-dire qu'on doit vraiment trouver une classe de concurrence modulo 91 qui est conclue à 0 modulo 7 et conclue à 1 modulo 13, d'accord? Et donc, comment faire? Donc, c'est par l'algorithme d'Euclide, d'accord? Parce que par l'algorithme d'Euclide, on trouve une relation de Bézout qui nous donne une combinaison linéaire de 7 et 13, telle que 7 fois A plus, ok, on a déjà utilisé A et B, donc c'est pas bien. Donc 7 plus U plus 13, 7 fois U plus 13 fois V égale 1. Donc dans ce cas-là, on voit bien que ça, 13 fois V est conclu à 0 modulo 13 et conclu à 1 modulo 7. Et c'est pareil pour 7U, d'accord? Donc maintenant, on doit faire l'algorithme, on doit utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver ce nombre-là. Parce qu'en fait, ça, c'est bien la question de résoudre un système d'équation de congruence, d'accord? OK. Donc, donc, on va faire ça. Donc, donc, ce que je fais maintenant, c'est l'algorithme d'Euclide pour 13 et 7. En fait, on peut utiliser la version modifiée. Ah oui, c'est bon déjà. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. OK. OK, on voit bien moins 1, donc c'est très bien. Donc, en fait... OK, donc ça, c'est la relation de Bézout pour 7 et 13.
Donc, 13 est conclu à 0 modulo 7 et conclu à 1 modulo 13. Et donc, dans notre cas, ici, quand a puissance 12 est conclu à 0 modulo 7 et conclu à 1 modulo 13, on voit bien qu'en fait, a puissance 12, c'est une solution pour ce système d'équation. Mais en fait, on sait que modulo 91, donc ce qu'on a ici, c'est que les solutions pour ce système d'équation, c'est juste tous les nombres entiers qui sont conclus à 14 modulo 91. Donc, c'est-à-dire que maintenant, a puissance 12, c'est bien une solution pour cette équation x conclue à 14 modulo 91, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, on voit que c'est vraiment 14 qui correspond à 0, 1 modulo 7 et 13 respectivement, d'accord? Donc, ce qu'on doit écrire ici, c'est 14, d'accord? OK. Et donc, c'est pareil pour le cas quand... OK, en fait, ici, il y a un cas très simple dont on n'a pas besoin de calculer. C'est le cas ici, quand 13 ne divise pas A et 7 ne divise pas A. Donc, dans ce cas, on sait bien que A puissance 12 est conclu à 1 modulo 7 et est aussi conclu à 1 modulo 13. Donc, un candidat très évident, c'est juste la classe de concurrence 1 modulo 91. Parce que 1 est conclu à 1 modulo 13 et 1 est aussi conclu à 1 modulo 7. Donc, c'est-à-dire que 1 est bien une solution pour le système d'équation donné par x conclu à 1 modulo 7 et x conclu à 13 x conclu à 1 modulo 13. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas même la peine de calculer. On peut dire qu'ici, on a a puissance 12 conclu à 1 modulo 91. On peut l'écrire directement, parce qu'on voit bien une solution évidente. En fait, dans ce type de question où on peut appliquer le théorème chinois, soit on trouve la solution par l'algorithme d'Euclide, soit si on voit déjà une solution évidente, on peut juste vérifier cette solution et on peut dire que ça donne la seule solution modulo 91. OK. Au modulo le produit, c'est-à-dire si on considère juste la classe de concurrence, et ça, par le théorème chinois, on a une solution unique. Donc, dès qu'on trouve une solution, on me dit que ouais, toutes les solutions sont dans cette classe. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'algorithme d'Euclide, mais si on ne peut pas voir, par exemple, ces relations facilement, cette solution facilement, on doit faire l'algorithme d'Euclide. OK, donc pour ce thème-là, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, on a déjà trouvé la relation de Bézout, et donc c'est 2 fois 7 moins 13 qui est égal à 1. Donc, moins 1, pardon, pas moins 1, moins 13, c'est une solution qui est conclue à 1 modulo 7 et conclue à 0 modulo 13, d'accord? Et donc, en fait, on peut juste écrire moins 1 ici, moins 13 ici. Okay. Mais bien sûr, si tu ne veux pas ce signe moins, tu peux utiliser 91 moins 13. OK, c'est pareil. OK, donc en fait, ici, on voit bien que comment trouver les informations modulo un produit lorsqu'on sait les informations modulo chaque facteur. Et c'est vraiment l'algorithme d'Euclide et aussi la question de comment résoudre un système d'équation de classe de concurrence. D'accord. OK, donc c'est très bien pour l'exercice, pour la première question. Et après, la deuxième question, en fait, oui, c'est un peu plus subtil parce que dans le deuxième cas,
Oui, bien sûr, on sait que ouais, c'est toujours la même question de comment savoir les informations modulo 91 à partir des informations modulo 13 et 7. Et donc, bien sûr, il faut d'abord comprendre les deux cas, modulo 7 et 13. Et après, on peut savoir d'une manière automatique les informations modulo 91. Donc, les questions essentielles, c'est juste les questions modulo 7 et modulo 13. Donc, et pour la question modulo 7, dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas, de grande différence par rapport à la première question, parce que ici, par le petit théorème de Fermat, on peut déjà conclure que A puissance 6 est conclu à 1 modulo 7. Et donc, c'est très bien. Et donc, ça, on a gagné. Et mais bien sûr, pour A première à 7, mais sinon, A est juste conclu à 0, modulo 7. OK, très bien. Et donc, mais pour le cas modulo 13, ça, c'est un peu plus subtil, parce que par le petit théorème de Fermat, ce qu'on veut conclure, c'est juste que A puissance 12 est conclu à 1 modulo 13 si A est premier à 13. Mais sinon, qu'est-ce qu'on veut dire ici? OK, on va regarder ça ensemble. OK. Mais bien sûr, il y a un cas très simple qui est juste le cas quand. Ok, c'est la question 2. La question 2. Mais bien sûr, il y a aussi un cas très simple, c'est le cas quand 13 divise A. Donc, bien sûr, A puissance 6 est conclu à 0 modulo 13. Mais sinon, qu'est-ce qu'on veut dire? OK. Donc, mais en fait, d'après la question 1, on sait que A puissance 12 est égal à, oh non, est conclu à 1 modulo 13. Mais en fait, ici, A puissance 12, c'est juste le carré de A puissance 6, d'accord? Donc, en fait, maintenant, on voit bien qu'on veut résoudre une équation polynomiale modulo les classes de concurrence. C'est-à-dire que si on peut trouver un x tel que x au carré est conclu à 1 modulo 13, on gagne. C'est-à-dire que a puissance 6 doit toujours satisfaire cette équation. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est juste la classe de concurrence pour tous les carrés. D'accord? OK. Parce qu'on veut savoir les valeurs de x au carré et on peut faire un tableau et on peut savoir pour quelle valeur de x on peut avoir x au carré conclu à 1 modulo 13. D'accord? Ok, en fait, je crois que ça, c'est ce qu'on a déjà vu plus ou moins, mais oh, pardon. Ok, je vais juste. Ok, ok, éteindre mon portable. Ok, c'est bon. Ok. Ok, donc pour x modulo 13, mais on sait bien que en fait, pour a et moins a, leurs carrés sont conclus modulo 13, mais bien, en fait, leurs carrés sont même pareils, même si on ne considère pas la classe de concurrence. Et a au carré, c'est toujours égal à moins a au carré. Et donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut regrouper les classes de concurrence de A et moins A, d'accord? Et donc, c'est-à-dire qu'il faut juste regarder par exemple, il y a 0 et après, il y a plus ou moins 1, il y a plus ou moins 2, plus ou moins 3, jusqu'à la moitié de 13. D'accord. OK. OK, très bien. Parce que 7 est déjà congru à moins 6, modulo 13. Donc, très bien. Et du coup, donc, ça nous donne toutes les classes de concurrence modulo 13. D'accord? Maintenant, on calcule x au carré. Mais bien sûr, c'est le reste de x au carré modulo 13. Et donc, c'est très bien, c'est 0. Ici, c'est 1. Donc, pourquoi on peut regrouper les deux valeurs? C'est parce que quand on prend la carré, plus ou moins 1, donc ça me donne la même valeur. Donc, c'est pour ça qu'on peut juste simplifier notre tableau un petit peu comme ça.
OK, très bien. Et ça, c'est égal à 9. 3, c'est moins 1, OK, très bien. Je crois que c'est ça. Ou même pour 9, on peut écrire moins 4. D'accord. Donc, j'utilise la version modifiée pour le reste. C'est qu'on demande que la valeur absolue du reste soit plus petite que la moitié du diviseur. Et donc, comme ça, on peut faciliter un peu le calcul. Donc très, très bien. Donc, on voit bien qu'avec ce tableau, quand est-ce qu'on a x au carré conclu à 1 modulo 13? Donc, si et seulement si, quand x est conclu à 1 ou moins 1 modulo 13. D'accord? Parce qu'avec ce tableau, on a déjà écrit toutes les possibilités. Et donc, pour résoudre une équation, il faut juste regarder toutes les valeurs possibles. Donc, parce que ça, c'est une équation de classe de concurrence. Donc, il y a juste un nombre fini de choix possibles. Et donc, on a déjà vu tous les choix ici. Donc, maintenant, on sait bien que x au carré est égal à 1 si et seulement si x est conclu à plus ou moins 1 modulo 13. Donc, en fait, ici, on sait déjà que a puissance 12 est égal à 1. Donc, a puissance 6 est égal à plus ou moins 1. OK. Ça, c'est les valeurs possibles pour a puissance 6, mais il faut quand même trouver un choix. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire on peut juste dire que, ouais, ça, c'est les deux valeurs possibles. C'est-à-dire qu'en fait, on se limite aux deux cas où a puissance 6 peut être, être conclu à 1 ou moins 1. Mais c'est aussi possible qu'en fait, il y a juste un des deux valeurs qui, qui est valable. Mais mais en fait, dans ce cas-là, euh, c'est, comment dire, les deux valeurs sont bien possibles. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi ça? Quelqu'un a une idée? OK, est-ce que vous avez compris ma question? C'est-à-dire que maintenant, on a juste montré que euh, les deux valeurs sont les valeurs possibles pour A puissance 6, mais c'est aussi possible qu'il y a juste une valeur qui est valable, parce que c'est juste qu'on on a déduit à partir de cette relation que A puissance 6 a ou plus de solutions, d'accord? Parce que ici, on sait bien que x, parce que ici, x peut être égal à moins 1, mais la question c'est, est-ce que A puissance 6 peut être conclu à moins 1 aussi? OK, ce qu'on a fait, c'est juste, on a exclu toutes les autres possibilités. On a montré qu'il y a au plus deux choix possibles pour A puissance 6, le reste de A puissance 6 modulo 13. Mais c'est aussi possible qu'on peut même avoir moins de solutions. Okay. Donc, en fait, il faut juste trouver une valeur de A, peut-être que A puissance 6 est conclu à moins 1 modulo 13. D'accord? Mais en fait, ça, c'est facile parce que ça, c'est par le même tableau qu'on a déjà fait ici. Regardez ici. Parce que c'est vraiment le tableau modulo 13 qu'on veut utiliser, puisque A puissance 6, c'est A puissance 2
puissance 3, d'accord? Mais on voit bien que A puissance 2 peut être conclu à moins 1. Pourquoi? Quand A est conclu à plus ou moins 5, après A au carré est conclu à moins 1. Et donc, dans ce cas-là, A puissance 6 est bien conclu à moins 1 modulo 13, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les deux choix sont bien possibles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux choix possibles pour le reste de A puissance 6 modulo 13, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a conclu A puissance 6 peut être égal à 1, 0 ou moins 1 modulo 13. Et A puissance 6 peut être égal à 1 ou 0 modulo 7. Et après, la question, c'est leur produit. C'est A puissance 6 modulo le produit de 13 et 7. Donc, bien sûr, c'est pareil, il faut juste faire les combinaisons de tous les choix ici. Donc, on fait un tableau avec 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1. Et après, donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a 5 choix possibles. Donc, on va faire un tableau même. OK. OK. Oh, il y a 6 choix possibles, pardon. C'est 3 fois 2 qui est égal à 6. Et maintenant, OK. Ici, c'est... Ça ne sonne pas très bien. Donc, ici, c'est les classes modulo 91, d'accord? C'est-à-dire que dès qu'on se donne deux valeurs, modulo 13 et modulo 7, respectivement, on peut trouver une valeur unique modulo 91, d'accord? Et la méthode, c'est soit l'algorithme d'Euclide, soit on trouve une solution évidente et on vérifie que ça satisfait les relations requises, les relations demandées. Et donc, on peut dire que ouais, ça, c'est la seule solution. Et donc, ici, dans ce cas-là, les solutions évidentes sont bien, par exemple, pour 1 et 0 et 0, et ça, c'est 0. Et donc, en fait, par exemple, si les deux valeurs sont pareilles, par exemple 1, 1 ou 0, 0, il y a toujours une solution évidente qui est juste ces valeurs elles-mêmes. Parce que, ouais, bien sûr, A est conclu à 1, parce que A est toujours conclu à 1, modulo un nombre entier quelconque, d'accord? Donc ici, c'est toujours 0, 1. Et après, comment remplir ce tableau? Et donc, c'est pareil, c'est par le... Ah, ici, c'est bon. En fait, on a déjà fait ça pour le première question. D'accord? En fait, pour les deux colonnes ici, on a déjà vu ça lorsqu'on regardait la première question. Et après, c'est juste ici. D'accord? Mais ici, je crois que c'est presque pareil. Parce que... Ouais. OK. C'est bon, je crois. Ah non. Ah non, le dernier, c'est pas bon. Ah ouais, ok, d'accord. Mais ici, il faut juste faire la combinaison linéaire de 14 et de 14 et moins 13 avec le coefficient 1 et moins 1. D'accord?
OK, c'est-à-dire que, OK, je vais vous montrer encore une fois comment trouver cette valeur ici. En fait, cette valeur, c'est juste la valeur de... C'est la solution pour... D'accord. En fait, par le théorème de Bézout, on sait déjà que ça, c'est ça, c'est la relation de Bézout. Et donc, après, on prend juste la combinaison linéaire avec les coefficients ici. D'accord? Donc, non, pardon. Qui est conclu à moins 25. D'accord. Donc, ça nous donne la réponse ici. C'est bon ou pas? Parce qu'il y a peut-être il y a une erreur de calcul quelque part. OK, mais sinon... Oh, mais bof, OK. Mais bref, OK, du coup, la méthode, c'est toujours la correcte Euclide et donc on utilise on utilise la relation de Bézout et après, on utilise les deux termes et on fait la combinaison linéaire avec les coefficients ici. D'accord, OK. C'est bien possible qu'il y a des erreurs de calcul, mais la méthode, c'est comme ça, c'est le principe. OK. Et donc, pour la troisième question, montrer que si n est un entier qui est plus grand que 1, peut-être que n est concu à 1 modulo 12, alors on a ça pour n est de cette forme-là, d'accord? En fait, donc ça, c'est juste on peut dire que ça, c'est une question généralisée euh, par rapport aux deux premières questions, parce que pour les deux premières questions, on a vu les cas pour 12 et 6, et donc maintenant, on se demande pour un nombre entier quelconque n qui est de cette forme, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est pareil. Maintenant, on veut montrer une relation modulo 91. En fait, ça revient de montrer la même relation modulo 13 et 7 respectivement. Puisqu'en fait, on a déjà vu que une autre forme du reste chinois, c'est que on a une ou même plusieurs systèmes d'égalité modulo des facteurs qui sont promis entre eux. Et ici, P et Q ne sont pas forcément premiers, et ce sont juste des nombres entiers qui sont premiers entre eux. Donc, une égalité est vraie, modulo P et Q qui sont premiers entre eux, si et seulement si cette égalité de concurrence reste vraie, modulo leur produit. D'accord? OK, je dis égalité, mais en fait, c'est une égalité de classe de concurrence, c'est-à-dire que A est concu à B. Donc, en fait, ça, c'est une forme du reste chinois. C'est vraiment dans l'esprit de comment on peut établir des informations dans la classe de concurrence modulo un produit à partir des informations de classe de concurrence modulo chaque facteur qui sont premiers entre eux. D'accord? Et du coup, maintenant, ça, c'est l'esprit qu'on utilise pour le théorème chinois. Donc, en fait, on veut montrer cette relation. Ça, c'est équivalent à deux égalités de concurrence modulo 13 et 7 respectivement. Et on se donne n qui est
conclut à 1 modulo 12. D'accord? OK, donc en fait, il faut juste montrer les deux questions respectivement pour n égale à 12 fois k plus 1. D'accord? On va regarder ça ensemble. Mais en fait, par ce qu'on a vu dans la première question, on sait que A puissance 12 est conclu à 1 si 13 ne divise pas A. Sinon, ça c'est conclu à 0 si A est un multiple de 13. Mais en tout cas, dans les deux situations, on a bien que, oh, mais bien sûr, mais ici c'est pareil, si on ajoute K ici, parce qu'en fait, A puissance 12 fois K, c'est juste A puissance 12 puissance K, d'accord? En fait, les deux, c'est pareil. Donc, mais enfin, A, toutes les puissances de 1 est toujours égal à 1, et c'est pareil pour 0, et donc on peut dire ça. Donc, dans ce cas-là, on multiplie cette relation par A sur les deux membres. Et donc, on aurait bien la relation demandée ici. Pourquoi? Parce que ici, bien sûr, c'est évident, on utilise juste les deux côtés par A, mais ici, il faut juste utiliser que A est conclu à 0 modulo 13. D'accord? Et donc, c'est pareil pour ces relations-là, c'est juste que, ouais, on remplace 7, 13 par 7, et voilà, c'est bon. OK. Donc, je crois que c'est clair pour cette question. Il y a des questions encore? Sinon, on continue, si on continue à regarder l'exercice 4, je vous laisse quelques minutes à lire les énoncés. Okay, pour l'exercice 4, ce qu'on va regarder, c'est la fonction $. Fonction $. OK. En fait, je vous rappelle juste les propriétés qu'on peut utiliser. Okay. Pour un nombre premier P, phi de P puissance K est égal à P puissance K moins P puissance K moins 1. Pourquoi? Par la définition de la fonction $, ça, phi de P puissance K, c'est le nombre d'éléments inversibles dans Z modulo P puissance K. Donc, c'est le nombre d'éléments modulo P puissance K qui sont premières à P puissance K. Mais être premier à P puissance K, c'est juste la même chose d'être premier à P. Donc, c'est juste toutes les classes de concurrence qui ne sont pas divisibles par P. Donc, il y a combien de classes qui ne sont pas divisibles par P? C'est juste le nombre total moins les multiples de P. D'accord? Et du coup, ça, c'est le nombre total de toutes les classes de concurrence modulo P puissance K. Et après, donc, ça, c'est... Oh, pardon. Ça, c'est le nombre de tous les multiples de P. Donc, après, ce qu'il reste, c'est les éléments inversibles modulo P puissance K. D'accord? Okay. Et si on a deux nombres qui sont premiers entre eux, cette fonction devient multiplicative. Donc, cette fonction elle-même n'est pas exactement multiplicative, mais pour des facteurs qui sont premiers entre eux, ça devient multiplicatif juste dans ces cas particuliers, d'accord? C'est-à-dire que phi de AB est donc le produit
Donc, phi du produit de AB, c'est égal au produit de phi de A et phi de B, d'accord? Donc ça, c'est juste qu'on peut l'utiliser. Donc avec ça, on peut juste calculer la valeur de phi pour un nombre quelconque, un nombre entier quelconque. Pourquoi? Parce que d'après la factorisation unique, on peut toujours écrire un nombre sous la forme d'un produit de plusieurs puissances de un facteur premier. Et après, on applique d'abord la multiplicativité pour les nombres qui sont premiers entre eux. Et après, on applique la première formule qui nous donne la valeur pour phi d'une puissance de P, où P est un nombre premier. D'accord? OK, donc avec ça, on va calculer juste quelques exemples pour 64 et 125, 100 et 108. OK, donc la première chose à faire, c'est la factorisation, d'accord? Pour calculer la valeur de phi de n, donc il y a deux étapes. Première étape, donc on doit factoriser n en pi puissance ki, comme ça. Et après, phi de n, c'est juste le produit de tous les phi de pi puissance ki, et on utilise la formule pour calculer phi de p de k, d'accord? OK, donc on va appliquer ça pour la factorisation 64, c'est 2 fois, oh non, c'est pas 2 fois, mais c'est 2 puissance 6, d'accord? Oui, c'est ça, c'est 2 2 puissance 6. Et donc, très bien. Donc, phi de 2 puissance 6, on applique juste la formule. En fait, ouais, on peut mémoriser cette formule, mais en fait, c'est juste très simple à démontrer cette formule par nous-mêmes. C'est juste ouais, par la définition, comment calculer le nombre d'éléments inversibles modulo p puissance k. Et donc, c'est bien tous les éléments qui ne sont pas un multiple de 2. D'accord? D'accord? Et donc, c'est bien 1 pour ça. Et après, pour 125, c'est pareil, parce que ça, c'est aussi juste une puissance d'un nombre premier. Donc, c'est pareil. Et après, ce qui change un petit peu pour 100, donc on a deux facteurs premiers qui sont 2 et 5 respectivement. Donc maintenant, on peut d'abord utiliser la multiplicativité. Mais il faut bien retenir qu'il faut vraiment choisir deux nombres, deux facteurs qui sont premiers entre eux. Ça, c'est vraiment essentiel. Okay? Parce que sinon, par exemple, si on repart les facteurs comme ça, et ça ne marche pas parce que les deux facteurs ne sont pas premiers entre eux. D'accord. Après, donc, c'est juste... D'accord. Voilà, voilà. Et dernier exemple. Okay. Ouais. Je crois que c'est la bonne factorisation, non? OK. S'il y a des erreurs, n'hésite pas à me dire. D'accord. OK.
Et donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de technique difficile, il n'y a pas... ouais. C'est juste une question pour vous rappeler la définition et les propriétés de base pour la fonction de l'air. Donc, c'est vraiment juste pour voir comment on peut réaliser à la main le calcul de la fonction de l'air pour certaines valeurs de n, d'accord? OK. Et la deuxième question, donc, c'est une question plus abstraite, c'est-à-dire que maintenant, on n'a pas vraiment un nombre concret, mais c'est un nombre de n et n, d'accord? Donc, la question, c'est comment on peut dire sur la valeur de phi de 2n sur phi de n? La réponse, c'est que ça, c'est égal à 1 si n est impair, et ça, c'est égal à 2 si n est pair. Donc, la question, ouais, donc on a déjà la réponse, c'est juste qu'il faut le montrer. Mais sinon, comment on peut trouver cette réponse par nous-mêmes en faisant les calculs? Mais bien sûr, on a déjà vu que comment on peut écrire la formule pour ce genre de calcul, pour calculer phi de n. C'est juste cette formule ici, sous la forme très très générale, parce que ouais, on écrit n sous forme factorisée, et après, donc la valeur de phi de n est donnée par cette formule-là, d'accord? OK, donc ça, c'est ce qu'on va faire ici. Okay. On écrit n sous forme factorisée, donc n est égal à un produit de P1 puissance K1 fois P2 puissance K2 jusqu'à PR puissance KR, où les PI sont tous premiers, d'accord? Et donc, maintenant, on peut écrire donc 2n, mais bien sûr, c'est juste... c'est pas grave. Ok, maintenant, on voit bien que très naturellement, on veut bien distinguer les deux cas différents où n est divisé par 2 ou pas. C'est-à-dire que si n est pair ou impair ou pas. Parce qu'on ne sait pas s'il y a déjà ce facteur premier 2 qui apparaît dans les facteurs premiers PI. Parce que sinon, on doit écrire soit 2n comme ça, soit on peut supposer que P1 est déjà égal à 1, P1 est déjà égal à 2. C'est-à-dire qu'on veut savoir si 2 est déjà un facteur premier de n, et donc pour la factorisation de 2n, on peut savoir où placer cet indice pour 2, d'accord? Okay. S'il n'y a pas ce facteur 2, et donc on ajoute d'abord ce facteur 2, et donc l'indice de puissance pour 2 est égal à 1, mais sinon, si, par exemple, si on suppose que P1 est déjà égal à 2, et donc dans ce cas-là, on ajoute juste cet indice de puissance de 2 par 1, d'accord? Okay, donc on distingue deux cas différents. Ici. OK. Donc, il y a deux situations, il y a deux cas, on doit regarder. Et donc, pour le premier cas, donc, en fait,
c'est que 2 sont premiers à ça, à ce truc-là. Donc, on peut utiliser tout ça. OK. Mais ça, c'est juste ça, c'est juste égal à n, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, c'est très simple. La réponse, c'est 1. OK. Ça, je crois qu'il n'y a pas de grand-chose à dire. Parce qu'ici, on voit bien que si 2 ne divise pas n, donc 2 est déjà premier au reste. Donc, si 2 ne divise pas n, donc 2 est premier à n. Donc, phi de 2n est égal à phi de 2 plus phi de n. Donc, ça, on a une réponse tout de suite. Mais sinon, on écrit juste la formule sous la forme générale. Et on compare les deux écritures pour phi de n et phi de 2n respectivement. Et on a une réponse tout de suite aussi, parce qu'on voit bien que maintenant, leur quotient, donc phi de 2n sur phi de n, parce qu'il y a un facteur en commun, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est un facteur en commun. Donc si on fait phi de 2n divisé par phi de n, donc ce facteur disparaît. Donc c'est très bien. Donc ce qui reste, c'est juste ça. Qui est égal à 2. D'accord? Donc c'est pour ça. OK. Et après, c'est le même type de question pour 2n remplacé par 3n. Et même par 6n. OK, mais par 3n, je crois, oui, on peut. OK, ça, c'est bon déjà. Et sinon, pour 2n remplacé par 3n, on peut juste faire la même chose. On distingue les deux cas quand 3 ne divise pas n et 3 ne divise n. Okay. Parce que quand 3 ne divise pas n, on peut utiliser la multiplicativité. Et sinon. Et sinon, on utilise la formule avec 2 remplacé par 3. Et donc, ça nous donne 3 à la fin. D'accord? OK. Donc, si on remplace 2 par 3, donc c'est vraiment exactement pareil. Il faut juste calculer la valeur de phi de 3 ici au lieu de phi de 2. D'accord? Et après, la question, c'est si on remplace si on remplace 3n par 6 fois n, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, en fait, on voit que maintenant, il y a plusieurs cas à distinguer, parce que il y a 4 situations. OK. OK. Donc, on peut bien imaginer que en fait, c'est juste là, on doit distinguer le cas quand 2 ne divise pas n, 2 divise n, et 3 ne divise pas n, et 3 divise n, d'accord? Donc, il y a 4 possibilités
Est-ce que... D'accord. Et donc, la situation la plus simple, c'est quand même la dernière. Et donc, ça, c'est juste comme ce qu'on a fait. Donc, dans ce cas-là, phi de 6n, c'est juste phi de 6 fois phi de n, parce que 2 ne disent pas n et 3 ne disent pas n, c'est-à-dire que n est premier à 6, d'accord? Donc, on peut faire ce calcul, et donc après, ce qu'on obtient, c'est phi de 6. Et sinon, on utilise la même formule. En fait, on sait déjà que pour les autres facteurs, à part 2 puissance quelque chose et 3 puissance quelque chose, ils s'annulent si on, si on regarde leur quotient. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, ça ne touche pas les autres facteurs. Et donc, ce qui compte ici, si on multiplie n par 6, donc c'est juste les indices de 2 et 3 dans les puissances qui montent, d'accord? Et donc, pour les autres, donc le produit des autres facteurs, ils sont toujours premiers aux puissances de 2 et 3, d'accord? Donc, on sait automatiquement que, en fait, ce qu'on doit regarder, c'est juste les puissances de 2 et les puissances de 3. Parce que pour les restes, ils s'annulent quand on prend le quotient comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il faut calculer. En fait, on a déjà calculé ça dans la première question et ça aussi, d'accord? Et donc, ça, c'est égal à 2 et ça, c'est égal à 3. Donc, ça, c'est égal à 6. Okay. Et dans la deuxième cas, parce que 3 divise n, donc on sait que 3 ne divise pas n, pardon. Donc, on sait que en fait, on peut écrire phi de 6 fois n comme phi de 2n fois phi de 3. Parce que 3 ne divise pas n, donc 3 est premier à n. Et aussi 3 est premier à phi de 2n. Et donc après, c'est la même question, parce que ici, c'est juste la question qu'on a déjà vue dans la première partie. D'accord? Et ici, c'est pareil. OK. Donc ça, c'est pour la question 2. Donc la morale, c'est juste que ouais, c'est vraiment les deux propriétés de base pour la fonction de l'air qu'on doit retenir. Premièrement, c'est la semi-multiplicativité, c'est-à-dire que cette fonction est multiplicative pour deux facteurs qui sont premiers entre eux. Et la deuxième chose, c'est comment calculer phi d'une puissance d'un premier. Puisqu'avec ça, on peut décomposer tous les nombres entiers en un produit de puissance de premier. Et donc, avec les deux étapes, on peut calculer phi de n pour n quelconque. Et on peut aussi écrire des formules très, très générales sans connaître n. C'est-à-dire que, bien sûr, pour un n concret, avec une valeur concrète, on peut faire le calcul comme ce que je viens de dire avec les deux étapes. Mais sinon, on écrit juste la formule
on prend la forme factorisée de n, et donc on peut donner une formule générale pour la valeur de phi de n, d'accord? Et après, ce qu'on doit regarder, c'est juste comment faire le calcul algébrique avec tous ces paramètres-là, d'accord? Donc, c'est pareil. On va utiliser ça pour la troisième question. Montrer que phi de n est égal à n sur 2 si et seulement si n est une puissance de 2. Okay. Si et seulement si, donc il y a deux directions à montrer, c'est-à-dire qu'il y a deux implications. Okay. Si et seulement si. Okay, on voit, en fait, il y a une direction qui est très, très directe et qui est plus facile. Donc, c'est cette direction-là. C'est-à-dire que si on sait déjà que n est une puissance de 2 et on veut calculer phi de n. D'accord? Donc, si n est égal à 2 puissance k, on veut calculer phi de n, c'est par la formule qui nous donne n sur 2. D'accord? Et il y a une autre direction qui est un peu difficile, mais pas tant que ça, parce qu'on a déjà la réponse. Cette question pourrait être plus difficile s'il n'y a pas, comme dit, s'il n'y a pas le choix donné, parce que c'est-à-dire que si ça, c'est pas une question de démonstration, mais c'est une question juste quand montrer, trouver les valeurs de n, telles que phi de n est égal à n sur 2. Donc ça, c'est plus difficile, parce que c'est vraiment à nous qui trouver les valeurs possibles pour n dans les cas différents. Mais ici, on a déjà la réponse donnée. On doit juste montrer ça. Et donc, pour montrer ça, c'est plus facile. Okay? Donc, c'est-à-dire que quand n n'est pas une puissance de 2, phi de n ne peut pas être égal à n sur 2. Okay, pourquoi? Mais OK, mais si on ne sait pas quoi faire, on peut toujours utiliser la formule générale pour n, par exemple. Utiliser la même formule. Et donc, maintenant, on sait qu'il y a au moins un nombre premier, PI, qui n'est pas égal à 2, d'accord? OK, si on compare les deux formules, profit de n et n sur 2, en fait, c'est facile de trouver les valeurs de n même par nous-mêmes. C'est-à-dire que même on se donne pas, même si on ne connaît pas cette réponse déjà, on peut faire le calcul par nous-mêmes. C'est-à-dire que trouver les valeurs de n, c'est que phi de n est égal à n sur 2. En fait, ce qu'on peut faire, c'est juste en regardant les deux formules pour phi de n et n sur 2. Pourquoi? Parce que si phi de n est égal à n puissance n sur 2, c'est-à-dire que
on a une égalité comme ça. Et donc, on peut en fait diviser les deux membres par les facteurs communs. Donc, c'est ce facteur-là. Et donc, après, on a ça. C'est-à-dire que les produits de tous les PI-1 est égal à tous les produits de PI divisé par 2. OK? Mais en fait, on sait que ici, c'est un nombre entier. Donc ici, 2 doit diviser le produit de tous les PI. C'est-à-dire qu'il y a 2 donc il y a un nombre premier qui est égal à 2. D'accord? Parce que ici, c'est juste la factorisation de n comme ça, mais on ne sait pas encore s'il y a le facteur 2 qui est là-dedans, mais avec cette formule, on sait que, ouais, 2 est bien un facteur premier de n. Donc, on peut supposer que P1 est égal à 2, d'accord? Et donc, 2 s'annule avec 1 sur 2. Par exemple, on suppose qu'on a R facteurs ensemble. Okay, on utilise toujours cette écriture générale. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si R est strictement plus grand que 2. Oh non, si R est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire s'il y a au moins 2 facteurs premiers distincts de n. En fait, on veut avoir une contradiction, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que en fait, la valeur de n qui satisfait cette équation, c'est toutes les puissances de 2. C'est-à-dire qu'il n'y a que le nombre premier 2 qui est le facteur premier de n. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre facteur premier. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si on suppose que, oui, bien sûr, il y a 2 qui est déjà un facteur premier, mais si on suppose qu'il y a d'autres facteurs premiers, donc on suppose que R, donc R c'est quoi? R c'est le nombre de facteurs premiers pour n. Donc, il y a R premier ici, peut-être que n est un produit des puissances de PI. Et si R est plus grand que 2, et donc ça, on a une relation comme ça. Mais en fait, pour I égale à 1, PI est égal à 2. Donc, 2 moins 1 est égal à 1. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le premier terme pour ce membre ne compte pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut écrire juste le produit comme ça. C'est-à-dire qu'on peut supposer que, en fait, parce que ça, c'est comme ça, mais PI moins 1, c'est juste 2 moins 1, donc c'est pareil. Donc, on peut juste dire que, en fait, ça, c'est un produit de R moins 1 facteur. Mais ici, c'est une contradiction évidente. Pourquoi? Parce que tous les membres, tous les facteurs à gauche sont strictement plus petits que chaque facteur à droite. C'est-à-dire que PI moins 1 est strictement plus petit que PI. Donc, bien sûr, leur produit est aussi plus petit que le produit de tous les facteurs à droite. Donc, une contradiction. Donc, on a R égale 1. C'est-à-dire qu'il y a juste un facteur premier qui est 2. D'accord? Donc maintenant, on sait comment montrer ce genre de
ce genre de questions, c'est vraiment par ce genre d'écriture. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, un autre exemple pour illustrer cette technique, c'est la question 4, qui est, je crois que c'est plus simple. OK. Donc, on va regarder ça rapidement. C'est le dernier exercice. C'est je crois que c'est la dernière question qu'on peut faire. Ou en fait, je crois qu'on peut même. OK, je crois on peut terminer cet exercice 4. OK. En quelques minutes, ce qu'il reste. OK, on peut le faire. OK, très bien. Et donc, pour la question 4, trouver toutes les valeurs de n telles que phi de n est égal à 4. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. OK, maintenant c'est bon. OK, ça revient, le partage d'écran. OK, trouver toutes les valeurs de n telles que phi de n est égal à 4. OK, mais bien sûr, c'est toujours la même formule qu'on veut utiliser. D'accord? C'est toujours ça et ça. D'accord? OK. Donc, c'est pareil. Donc, maintenant, on veut trouver la solution pour cette équation OK, donc c'est-à-dire qu'en fait, sur les deux membres de cette égalité, on peut factoriser par exemple 4 et on voit comment on peut faire correspondre les facteurs ici aux facteurs de 4. En fait, ça, c'est juste le type de question, je crois, on a vu dans notre première séance de TD, c'est comment résoudre ce type d'équation. C'est que, ouais, avec x et y qui sont des nombres premiers, qui sont des nombres entiers, donc on factorise 24. Et donc, on suppose, ouais, mais bien sûr, ici, x et y peuvent être des polynomiales, peuvent être des facteurs linéaires, par exemple, on peut avoir ce genre d'équation. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est juste que, ouais, par la factorisation, on sait que les deux sont des facteurs de 24. Et donc, on factorise 24 et on fait une liste de toutes les possibilités et on résout les systèmes d'équations pour ces deux membres. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Mais ici, c'est plus simple parce qu'en fait, il y a vraiment très peu de choix pour la factorisation de 4. 4, c'est juste égal à 2 fois 2, et ça peut être égal à 4 fois 1. Mais en fait, ici, parce qu'ici, tous les nombres sont positifs, et donc, ce n'est pas la peine de supposer que, par exemple, on peut avoir moins 2 fois moins 2, ce n'est pas la peine de supposer ce genre de situation, parce que ici, on sait bien que tous les nombres sont positifs. Donc, il y a juste deux cas à regarder, soit 2 fois 2, soit 4 fois 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que soit on a PI moins 1 égale à 2 ou 4 ou 1. Okay. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'il y a juste deux types de facteurs dans le membre gauche, c'est soit PI moins 1, soit PJ puissance KJ moins 1, d'accord? Donc, il y a juste ces deux types de facteurs, et donc, mais les valeurs possibles pour les facteurs sont 1, 2 ou 4. 1, 2 ou 4. OK. Donc, dans ce cas-là, on sait que PI peut être égal à 2, 3 ou 5. Et pour ça, PJ est forcément... PJ peut être égal à soit quelconque. OK. On va écrire ça ensemble. OK. Soit quelconque avec l'indice 0, soit 2 puissance 1, soit 2 puissance 2. D'accord? OK. Donc, après, il faut juste... OK, ici, par exemple, si on a
PI déjà égal à 2, et donc ça, c'est égal à 1. Donc après, il nous reste encore 4, et donc il faut trouver 4 dans cette situation. OK, d'accord. Okay. PI. Deux. OK, donc ça peut être égal à 1 ou 2. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, donc, ouais, donc en fait, c'est vraiment la question de faire la combinaison de tous ces choix ici, OK? Parce qu'on voit bien que si on a un PI qui est égal à 2, donc le terme dans la formule de fonction d'Euler lié à PI, c'est de cette forme-là. Donc, ça peut être égal à 4 déjà, donc il n'y a pas d'autre facteur du tout, et ça peut être égal à 2. C'est-à-dire qu'on peut avoir un autre facteur, tel que PI moins 1 est égal à 2, d'accord? Donc, on va distinguer encore une fois ces deux cas. Et après, les deux sous-cas, donc ça, c'est déjà cas 2, 1, donc on gagne. Donc, OK, pourquoi on a ça? Okay. Parce que si K1 moins 1 est égal à 2, et donc cette partie qui est liée à 2, qui est liée au nombre premier 2, phi de cette partie est déjà égal à 4. Et donc, il n'y a pas d'autre, donc on ne peut pas avoir d'autres nombres premiers, puisque phi de P de K est toujours plus grand que, est toujours strictement plus grand que 1 si K est plus grand que 1, d'accord? OK. Mais ici, on peut aussi avoir le cas quand KI-1 est égal à 1. Et donc, il y a encore un autre facteur 2 qui est sous cette forme, sous cette forme-là. Donc, on peut avoir 3. D'accord. Donc, oh non, c'est... Donc, il y a de 4. OK. D'accord. OK, donc dans cette session-là, on a n égale à 12. D'accord. Et après, donc, c'est juste donc, c'est juste la même chose. Et donc, maintenant, on a déjà regardé toutes les possibilités pour PI égale à 2. Et après, pour PI égale à 3. Donc, la partie liée en fait, ça, c'est plus simple. Parce qu'on voit bien que ici, on a forcément que KI-1 doit être égal à 0. Parce qu'il n'y a pas de facteur 3 qui divise 4. Parce qu'on sait que phi de ça fois phi d'autre chose doit être égal à 4. Mais en fait, il y a juste 2 qui est un facteur premier de 4. Et donc, ce n'est pas possible d'avoir un autre facteur qui est divisible par 3. Et donc, ici, on a forcément que l'indice pour 3 est bien égal à 1, d'accord? Mais donc ici, cette partie, c'est juste égal à 2. Donc, on doit avoir une autre partie qui est égale à 2 aussi, d'accord?
Et donc, quelle partie? Donc, on doit avoir un autre facteur tel que phi moins 1 est égal à 2. Et donc, c'est bien. OK, attends. OK, donc OK, donc on doit avoir un autre facteur de cette forme-là. En fait c'est juste pour 2, d'accord. Okay. Qui doit être égal à 2. Donc, en fait, dans ce cas-là, n égale à... OK, en fait, ça me donnerait la même réponse que la situation qu'on a déjà vue dans la première question. OK, d'accord. Et après, si le cas pour PI égale à 5, donc... Et bien sûr, ici, c'est pareil. L'indice pour 5 doit être égal à 1. Et après, en fait, le produit, c'est déjà 4. Et donc, soit on a un autre facteur qui est égal à 1, mais c'est pas, oh non, c'est pas possible. OK, donc ici, on peut juste avoir... Ah non, OK. Oh, j'ai fait une erreur. OK, pardon. OK. J'ai dit que phi de quelque chose est strictement plus grand que 1 dès que n est plus grand que 1. Non, c'est pas vrai, parce que par exemple, phi de 2 est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que si on a 2 ne divise pas n. Ah oui, ça, c'est en fait, ça, c'est la question. Ah oui, ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans la question 2. Oui, pardon, j'étais passé un peu dedans, mais OK, on va finir ça rapidement. C'est-à-dire que si 2 ne divise pas n, et donc, en fait, phi de 2n est égal à phi de n. D'accord? Et donc, en fait ça, c'est la seule nombre tel que phi de n peut être égal à 1 pour un nombre qui est strictement plus grand que 1. Enfin, ça, c'est par notre formule, on peut savoir ça. Et donc, en fait, si 2 ne divise pas n, donc maintenant, on veut résoudre cette équation. Donc, si 2 ne divise pas n, donc si n est déjà une solution, 2n, c'est automatiquement une solution, d'accord? Donc, par exemple, on voit ici que phi de 5 est égal à 4, et donc on sait tout de suite que phi de 10 est aussi une solution. OK? Et donc, tout ce qu'on a ici, c'est des valeurs 8, 12, 5 et 10. D'accord? OK. En fait, on a déjà vu toutes les possibilités. OK. Parce qu'on sait bien que ces parties, ce sont des facteurs de cette forme, et donc on distingue des cas différents pour les facteurs de cette forme-là. Et donc, ça me donne juste 3 choix possibles. Et donc, on regarde juste tous les choix ici. Et donc, on calcule ça. D'accord? Okay. En fait, l'idée, c'est vraiment juste comment résoudre les équations comme ça. Et donc, si on connaît déjà une valeur pour un facteur, et donc le valeur de l'autre facteur, c'est décidé, et donc on résout un système comme ça. D'accord? Il y a des questions? Oui, j'espère que tout est clair. Oui, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore compris, vous n'hésitez pas à m'écrire, tout ça. OK, très bien. Et sinon, on aura un contrôle lundi prochain, comme d'habitude. Et ce serait juste sur
ce qu'on a vu ce lundi. Et donc, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup d'exercices à réviser. OK. Et sinon, je dis bonne journée à tout le monde et on se voit lundi prochain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. OK, au revoir.